Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus malgré ce beau temps. On a le grand plaisir ce soir donc, de recevoir Mostafa Addis, qui est professeur d'économie à Besançon, depuis peu le directeur du CRES, du laboratoire d'économie de Besançon, et spécialiste entre autres de la théorie des jeux et d'autres domaines. Je vais le laisser nous raconter. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté de venir nous parler ce soir. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis vraiment ravi de faire cette présentation. Merci à la MSHE pour cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui de présenter essentiellement une de mes thématiques de recherche. Alors, le titre de la présentation, comme vous pouvez le voir, c'est « Élire nos représentants, peut-on mieux faire ?» On comprend facilement que le sujet ici, ça sera la question du vote, la question du scrutin. Alors, comme vous savez sans doute, le droit du vote est un moyen donné aux citoyens pour exprimer leur volonté lors d'un scrutin afin de choisir leurs représentants. Et comme c'est noté dans la diapositive, sur la première phrase, le vote reste ou fait partie des moyens les plus importants et les plus utilisés à travers le monde pour parvenir à des décisions collectivement contraignantes. La question du vote se posera à chaque fois où nous avons deux options au plus. Parce que si on a une seule option, la question du vote ne se pose pas. Du moment où nous avons uniquement besoin de deux options pour que la question du vote ait un sens, il y a une grande variété de contextes, que ce soit des contextes formels ou informels. Je vais essayer de vous donner quelques exemples de contextes formels, par exemple. On choisit le président de la République. On vote pour choisir le président de la République. On vote aussi pour choisir les parlementaires. On vote pour choisir le gagnant du Ballon d'Or, par exemple, au niveau du foot. On vote au niveau d'une université pour classer des projets de recherche. On fait aussi des classements lors des comités de sélection, lors d'un concours de maîtres de conférences à l'université ou bien des professeurs des universités. Donc tout ça, c'est des contextes formels, c'est-à-dire bien définis. Il y a des règles, etc., des textes de loi. Mais il y a aussi des contextes informels. Bien évidemment, on peut voter, par exemple, dans une famille pour choisir la destination de vacances si on n'est pas d'accord. On peut aussi voter pour choisir le restaurant pour un soir, etc. Il y a une infinité de cas possibles, que ce soit des cas formels ou informels, comme je viens de le dire. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que le vote est une condition nécessaire pour une gouvernance démocratique ? La réponse est oui, nous avons besoin de voter, sauf s'il y a un consensus. S'il y a un consensus, pas besoin de voter. Donc c'est une condition nécessaire. Mais est-ce que c'est une condition suffisante ? Clairement, non. Ce n'est pas une question suffisante et on le voit très bien avec ce qui se passe un petit peu par-ci, par-là, en France ou ailleurs. Voter ne garantit pas forcément une gouvernance démocratique. Alors maintenant, si on regarde les principales élections à travers le monde, en France ou ailleurs, nous avons deux familles. Il y a la famille des règles, ou le scrutin majoritaire, et puis il y a le scrutin proportionnel. Il y en a d'autres, il y a d'autres systèmes. Mais ces deux systèmes qui sont les plus utilisés se basent sur ce qu'on appelle un scrutin uninominal. Ça veut dire quoi un scrutin uninominal ? Ça veut dire lorsqu'on va voter, on mettra un seul bulletin dans l'urne. Je reviendrai sur ça plus tard. Ce qui est un problème. Et j'essayerai, à travers ma présentation, d'expliquer pourquoi c'est un problème. Alors, lorsqu'on utilise, ou l'utilisation du système majoritaire ou du système proportionnel ou d'autres systèmes peuvent donner lieu à des questions de type, j'en ai noté ici quelques-unes. Dans une élection présidentielle en France, vous savez très bien qu'on utilise le système majoritaire à deux tours.
est-ce qu'il est possible qu'un candidat préféré à n'importe quel autre candidat par une majorité de votants ne soit pas élu? Deuxième question, peut-on avoir intérêt à voter pour le candidat que l'on déteste le plus plutôt que pour son candidat préféré pour faire élire celui-ci? Vous allez voir que la réponse est oui. Puis, d'une manière générale, au-delà du système majoritaire à 2 tours, y a-t-il des modes de scrutin pour lesquels on peut avoir intérêt à s'abstenir plutôt que de voter pour son candidat préféré? Et puis, vis-à-vis de la proportionnelle, j'ai noté une question qui est la suivante. Dans un vote à la proportionnelle, est-ce que le fait d'augmenter le nombre total de sièges peut-il faire perdre des sièges à une liste? Voilà, c'est ce type de question qui nous intéresse dans cette thématique, je reviendrai dessus, qui s'appelle le choix social. Alors, c'est quoi le choix social? Donc, c'est une discipline de l'économie où on essaye de répondre aux questions suivantes. Comment peut-on prendre des décisions de manière collective? Ça, c'est la principale question que je peux poser autrement. Comment peut-on définir une préférence collective ou un choix collectif à partir des préférences ou des choix individuels? Il y a 2 termes ici. Il y a le terme préférence collective et choix collectif. Quelle est la différence entre une préférence collective et un choix collectif? Une préférence collective, c'est tout simplement un classement collectif. On est amené parfois, pas à choisir une option, mais à faire un classement. On a besoin de tout le classement pour pouvoir décider. Donc ça s'appelle une préférence collective. Mais lorsqu'on choisit une option, ça s'appelle un choix collectif. L'objectif, c'est un gagnant et pas une liste classée de candidats. Donc, comment peut-on arriver à un classement collectif ou bien une option gagnante au niveau collectif? À partir de quoi? À partir des préférences des individus. Et les préférences des individus, soit c'est des classements, soit c'est une option. Donc, c'est ça la principale question. Et lorsqu'on essaye de répondre à cette question, ça nous amène forcément à l'étude des propriétés des modes de scrutin. Donc les propriétés, les bienfaits ou les problèmes que l'on peut rencontrer lorsqu'on utilise telle ou telle procédure de vote ou mode de scrutin. C'est ça la principale question que l'on se pose en choix social. La portée et les enjeux, bien évidemment, de ces questions concernent, parce que c'est large, hein, les contextes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont larges. Et les portées donc concernent, outre l'économie et les sciences politiques, naturellement, mais ça concerne aussi d'autres disciplines, comme les mathématiques, l'informatique et même la philosophie. Alors, un peu d'histoire. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que la question du choix social remonte au XVIIIe siècle, ou l'intérêt au choix social remonte au XVIIIe siècle en France, où il y avait essentiellement un débat entre le marquis de Condorcet, que j'appellerais Condorcet, et le chevalier Jean-Charles de Borda, que j'appellerais Borda. Alors, ce sont 2 membres de l'Académie des sciences. Les 2 membres de l'Académie des sciences, et comme vous savez, l'Académie des sciences fait partie des 5 académies englobées au sein de l'Institut de France. J'ai relevé une phrase sur le site internet de l'Académie des sciences, qui est la suivante. Ce n'est pas très important, hein, c'est pour la présentation. L'Académie des sciences est une assemblée de scientifiques choisis parmi les plus éminents spécialistes français et étrangers. Les réflexions et débats qu'elle conduit ont pour rôle de fournir à tous un cadre d'expertise, de conseils et d'alerte vis-à-vis des enjeux politiques, éthiques et sociétaux que pose la science. Alors, revenons à la question du choix social. Le débat à l'époque entre Condorcet et Borda concernait le mode de scrutin à utiliser pour choisir les académiciens, les nouveaux membres de l'Académie des sciences. C'était ça le début, selon
plusieurs spécialistes, même s'il y a débat sur l'origine du choix social. Alors, Borda défendait une règle qui porte son nom, la règle de Borda, qui fonctionne de la façon suivante. C'est une règle qu'on appelle une règle à score. Je donne des points et puis voilà comment ça fonctionne. Borda demande, ou le système de Borda demande à chaque votant de faire un classement complet des candidats. Ce n'est pas juste une option, c'est un classement. Il faut un classement complet, il ne faut rien oublier, personne. Et une fois on donne un classement, tous les votants donnent un classement sur tous les candidats. La version originale, c'était un classement strict, pas de possibilité d'égalité entre des candidats. Premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Même si maintenant, bien sûr, il y a des travaux sur les extensions du cas strict au cas avec égalité. Mais ce n'est pas important. Alors, une fois on donne un classement complet, Borda, ou chaque candidat plutôt, va recevoir un point pour tout candidat moins bien classé que lui. Prenons un exemple de 4 candidats, A, B, C et D. Si je suis premier, il y a 3 en dessous. Si je suis premier dans le classement d'un votant, ce votant me donnera 3 points. Si je suis deuxième, ce votant me donnera 2 points, etc. 1 point si je suis troisième, et si je suis dernier, 0 point. C'est comme ça que ça fonctionne. Et bien évidemment, après, l'étape suivante, c'est quoi? C'est faire la somme de tous les points en considérant tous les candidats et en considérant l'ensemble de l'électorat. Et le candidat qui reçoit le score total le plus élevé est choisi. C'était le système défendu par Borda. J'essaie ici de vous donner un exemple simple avec une petite élection de 7, 9, 11 votants avec ces préférences-là. Je considère que 4 votants classent Yamina première, Iman deuxième, Rémi troisième. D'accord? 3 votants classent Iman première, Rémi deuxième, Yamina dernière, etc. J'ai 3 candidats. À l'image de mon exemple de 4 candidats, ici 3, ça veut dire 2, 1, 0. 2, première position, 1, deuxième, 0 pour la dernière. Essayons de regarder ce que Yamina va avoir comme score total. Yamina recevra ici 2 points des 4 votants, de chaque votant. Donc ça fait 8. Elle va recevoir 0 point ici. Donc c'est toujours 8. Ensuite ici 1 point, ça fait 10, parce que là c'est 2 fois 1, 2 et 8, 10. Et encore 2, ça fait 12, c'est ce qui est noté ici. 12 points pour Yamina. Regardons Iman. Iman reçoit 1 point des 4 votants, ça fait 4 ici. 2 points des 5 votants ici. Ici, là, ça fait 10. Donc ça fait 14. Et Iman reçoit 0 point des 2 derniers votants. Ça fait 14. Et je peux faire la même chose pour Rémi, qui reçoit 7 points. Voilà. Le gagnant, c'est Iman, qui reçoit 14 points. Mais ce système, en fait, va non seulement me donner un gagnant, mais un classement, forcément, parce que c'est des chiffres. Donc, forcément, je peux avoir un classement complet. Premier, deuxième, etc., avec la possibilité d'ex aequo, bien évidemment. Très bien. Ça, c'est le système de Borda. Condorcet, quant à lui, défendait un système qui se base sur ce que l'on appelle des comparaisons par paires, des duels. Ce qui est important pour Condorcet, c'est les duels. Un candidat est élu s'il arrive à battre tous les autres dans les duels. C'est ça ce qui est important pour Condorcet. Ça s'appelle le système de Condorcet. Donc, c'est quoi un vainqueur de Condorcet? C'est un candidat capable de battre tous les autres candidats dans les duels. Et quand je regarde un duel, j'oublie tous les autres candidats. Donc, voici un exemple, le même que tout à l'heure. Il y a 3 candidats, ce qui signifie que nous avons 3 duels. Il y a un duel entre Yamina et Iman. Il y a un deuxième duel entre Yamina et Rémi. Et un dernier duel entre Iman et Rémi. Quand je veux m'intéresser au premier duel entre Yamina et Iman, je vais oublier Rémi dans le classement. Ça veut dire qu'ici, je considère juste que les 4 votants classent Yamina meilleur que Iman, tout simplement. Là, je vais considérer que les 3 votants classent Iman à Yamina. Et j'oublie Rémi. Iman meilleur que Yamina, pardon. Etc. Donc, quand je fais ça, je m'aperçois que Yamina va battre Iman en duel majoritaire entre les deux. 6-5, plus exactement.
OK? Bien évidemment, j'ai 11 votants. La somme ici doit faire 11, parce qu'il n'y a pas d'égalité ici. Yamina contre Rémi. 6-5 en faveur de Yamina. Et là, il y a un candidat, une candidate ici, capable de battre tous les autres candidats en duel. Yamina est considéré comme, c'est le vainqueur de Condorcet ici. Et puis, qui est le perdant de Condorcet, celui qui perd tous les duels, c'est Rémi, ici. OK? Voilà. Donc ça, c'est le système défendu par Condorcet pour élire les académiciens des sciences à l'époque. Alors, la principale critique que Condorcet a adressée au système de Borda est déjà donnée dans mon exemple, en fait. Condorcet considérait à raison que le système de Borda ne permet pas d'élire un candidat capable de battre les autres candidats en duel. Je peux avoir un vainqueur avec Borda, mais qui n'est pas le vainqueur de Condorcet. Et ça, on l'a ici. Qu'est-ce qu'on a dit dans cette diapositive? On a dit que Yamina est le vainqueur de Condorcet. Mais sauf que le système tout à l'heure donnait Iman gagnante. Ça, c'est la principale critique de Condorcet contre le système de Borda. On peut avoir un candidat, je reviendrai sur ça tout à l'heure, on peut avoir un candidat capable de battre tous les autres candidats en duel, mais il ne gagne pas avec le système qu'on utilise. Maintenant, pour la critique de Borda envers le système de Condorcet, la principale critique est illustrée dans cet exemple. Je vais changer un peu, ce n'est pas le même exemple que tout à l'heure. J'ajoute 2 votants ici. Pour le reste, c'est la même chose. Donc j'ai 4, 7, 9, 13 votants. Si je considère le duel entre Yamina et Iman, c'est 8-5 en faveur de Yamina. Donc ici, Yamina meilleur que Iman. Iman meilleur que Yamina ici. Iman est meilleur que Yamina. Et là, Yamina est meilleur que Iman. Donc ça fait 8-7 en faveur de Yamina. Yamina gagne son premier duel. Je passe au deuxième duel entre Yamina et Rémi. Yamina va perdre son duel contre Rémi. Et Iman va gagner son duel contre Rémi. Là, on peut le vérifier simplement ici. OK? Cette critique était relevée par Condorcet lui-même. C'était une critique de Borda envers le système de Condorcet, mais c'était une limite relevée par Condorcet lui-même à l'époque. Donc c'est ce qu'on appelle dans la littérature de choix social un cercle de Condorcet ou un paradoxe de Condorcet. Ça veut dire lorsqu'on utilise le système de Condorcet, on ne peut pas décider en fait. À un moment donné, ça va bloquer, et là, ça va bloquer. On n'a aucun candidat capable de battre les autres candidats en duel. D'accord? Chaque candidat gagne un duel et perd un duel. Bien. Donc ça, c'est pour les origines. Alors maintenant, prenons le système utilisé au niveau de la présidentielle, et pas seulement au niveau de la présidentielle. Le scrutin majoritaire à 2 tours. Alors, comme vous savez, ce n'est pas une spécificité française. Ce système est utilisé un peu partout. Pour un peu d'histoire, le critère principal dans la tête de législateur était, pour être élu, par exemple, président de la République, il faut avoir la majorité absolue. Majorité absolue, ça veut dire plus de 50%. Ce n'est pas la majorité simple. La parade a été trouvée sous la Troisième et la Quatrième République. Le président a été élu par le Parlement. Et il y avait plusieurs tours. On ne qualifiait pas des candidats au deuxième tour. On n'éliminait pas. C'était des tours qui se répétaient, qui pouvaient se répéter. Okay? Il fallait avoir la majorité absolue pour être élu. Voilà pourquoi René Coty, par exemple, le dernier président de la Quatrième République, avait besoin de 13 tours pour être élu. C'était en décembre, je crois, 1953. La solution, en fait, a été trouvée pour éviter tout ça, sous la Ve République. On a limité le nombre de tours à 2. Ça veut dire quoi? On organise un premier tour. Si un candidat reçoit plus de 50%, le candidat est élu, ou la candidate est élue. Sinon, on qualifie les 2 premiers au deuxième tour. Et là, on s'assure que le critère sera vérifié, parce que lorsqu'on n'a que 2 candidats, forcément, si vous gagnez, vous avez la majorité absolue.
Le critère est toujours respecté. Et c'est ça le plus important. C'est ce critère-là. C'est la raison pour laquelle nous avons ce deuxième tour. OK ? Alors, ça, ce n'est pas très important, mais je le précise quand même. Les modalités du second tour varient selon les élections, bien évidemment. Par exemple, comme je viens de le dire, pour la présidentielle, il faut arriver premier ou deuxième au premier tour pour se qualifier au deuxième tour, s'il y a un deuxième tour. Pour les législatives, pour se qualifier au deuxième tour, il faut 12,5% au moins. Sinon, on est éliminé. Pour les municipales, la barre, c'est 10%, mais ça peut descendre jusqu'à 5%. Donc, si une liste décide de fusionner avec une autre liste qui obtient plus. Donc, on peut être qualifié au deuxième tour. Alors maintenant, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec ce système majoritaire à deux tours? Je vous donnerai juste quelques exemples simples, mais il y en a énormément d'exemples. Prenons cet exemple illustré dans cette diapositive qui nous dit que nous avons 43 votants et 3 candidats, que je vais appeler A, B, C. Et si l'élection est organisée, ou les préférences des votants sont organisées comme ceci, dans ce tableau. Les votants ici, le nombre de votants et la préférence. Ça veut dire quoi, la première ligne? 7 votants préfèrent A à B à C. Donc, ces 7 votants, lorsqu'ils vont voter, et s'ils votent sincèrement, ils votent pour A. Ils mettent dans l'urne le bulletin A. Bien évidemment, ces mêmes votants, ces 7 votants, si on a un deuxième tour, CA est toujours là, ils vont continuer à voter pour A. Sinon, CA est éliminé dès le premier tour, ils vont voter pour qui? Pour le deuxième, qui est B. OK? Et pareil pour les autres. Alors, regardons d'abord ce qui se passe avec le système majoritaire à deux tours, avant de regarder d'autres considérations. Combien vont voter pour A? Les 7 plus les 9, ça fait 16. D'abord, 43 votants signifie que la majorité absolue, 50%, c'est 22 au plus. Soit 22, soit plus. Il faut avoir 22 pour gagner dès le premier tour. Au moins 22. Donc 16 votants pour A, 14 votants pour B, 13 votants pour C. Personne n'est gagnant dès le premier tour. On a un deuxième tour. Mais pour avoir un deuxième tour, on doit éliminer un candidat. Lequel, ici, c'est C qui reçoit que 13, parce que les autres, c'est 14 pour B et 16 pour A. C est éliminé. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour les 7. Je le considère pour les 13 ici. Les 13, ils voient que C est éliminé. S'ils votent de manière sincère, ils vont voter pour A. Donc, au deuxième tour, pour un duel entre A et B, A va recevoir 7 plus 9 plus 13, ce qui est largement supérieur à 22. Très bien. Donc, c'est A le gagnant. Maintenant, laissons ça de côté. Regardons un peu de près ces préférences. Regardons les duels majoritaires, ce qu'on a fait avec Condorcet tout à l'heure. Considérons le duel entre A et C. Ces 7 votants préfèrent A et C. Ces 9, pareil, ils préfèrent A à C. Ces 14, ils préfèrent C à A. Et ces 13 préfèrent C à A aussi. C'est C qui va gagner en duel majoritaire contre A. Regardons C contre B. Vous voyez qu'ici, 9 votants préfèrent C à B et 13 votants préfèrent C à B aussi. Ça fait 22. C va gagner son duel majoritaire contre B. C'était le cas de Yamina tout à l'heure. C, c'est notre gagnant de Condorcet. Donc, on a un système, et on a dit que C est éliminé dès le premier tour. On a un système où nous avons un gagnant de Condorcet qui est éliminé dès le premier tour. C'est exactement, à peu près, c'est pas exactement, mais c'est à peu près une petite représentation, ou un petit exemple de ce qui s'est passé en France en 2007. Alors, en 2007, les 3 candidats majeurs étaient Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal et François Bayrou. Et lorsqu'on demandait au premier tour, avant le premier tour, au niveau des sondages d'opinion, on demande bien sûr pour qui vous allez voter au premier tour. Donc on donne une réponse, mais on demande aussi pour les éventuels deuxième tours. Bayrou pouvait gagner contre n'importe qui au deuxième tour. Bayrou pouvait gagner contre Ségolène Royal au deuxième tour.
Bayrou pouvait aussi gagner contre Nicolas Sarkozy au deuxième tour. C'était le candidat du centre. Mais Bayrou, comme vous le savez, est éliminé dès le premier tour. C'est exactement, Bayrou, c'est notre candidat C ici, avec un petit électorat, bien évidemment. Bien. Donc ça, c'est un premier problème que l'on peut rencontrer avec le système majoritaire à deux tours. Prenons un autre exemple. Donc, je prends une petite élection pareille. Ici, j'ai 2, 5, 6, 9. 9 votants, avec ces préférences-là. Regardons, est-ce qu'on a un candidat élu dès le premier tour? 9, ça fait 5. Il faut avoir 5 pour gagner dès le premier tour. Est-ce qu'il y a un candidat? Est-ce qu'un candidat reçoit plus de 5 voix dès le premier tour? Non. A reçoit 2, B 3 et C 4. Ici et là. Je passe qui est éliminé. Clairement, c'est A, qui a le plus petit nombre au premier tour. 2. C'est B et C qui sont qualifiés au deuxième tour. Qui gagne? C'est B. B gagne. Très bien. Alors, si je fais partie de ces deux votants, je suis un des deux votants ici, je préfère A à B à C. Mon meilleur candidat n'a pas gagné. C'est B qui gagne, c'est mon deuxième choix, d'après l'élection, ce que j'ai noté ici. Ça marche? Et je ne veux surtout pas avoir C. J'essaie de convaincre, par exemple, 2 membres de ma famille ou 2 amis qui ont les mêmes préférences que moi, A, B, C. Venez voter avec moi. Pourquoi je fais ça? Pour essayer de pousser pour A. Mais je ne veux surtout pas, si j'ai B, ce n'est pas grave, j'ai fait un effort pour rien. Mais je ne veux surtout pas avoir C. Et c'est ce qui se passe ici, en fait. C'est le C que je vais avoir. Pourquoi? Parce que je passe de 9 votants à 11, donc 2 est remplacé par 4 maintenant. Il y a 2 nouveaux votants qui votent, 4, 3, 1, etc. C'est B qui est éliminé au premier tour. Il y a un duel entre A et C, et c'est C qui gagne au deuxième tour. Donc j'essaie de convaincre des gens de venir voter, et je me retrouve sanctionné. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a énormément de problèmes avec le système majoritaire à 2 tours. Pour moi, c'est le pire système. Prenons un autre exemple. C'est le dernier, pour le système majoritaire. Après, je passe à la proportionnelle. 11 votants avec ses préférences. Les gens votent, très bien. On peut calculer qui gagne. C est éliminé au premier tour. Vous voyez qu'il n'a que 2 voix. B4, 5 ici. Personne n'a la majorité absolue dès le premier tour. On a un deuxième tour entre A et B. A et B, c'est A qui gagne. Très bien. A gagne. Mais sauf que, en fait, lorsque je veux faire mon calcul, les votants m'ont dit, en fait, on a mal compris. Ce n'était pas ça. On croyait que vous avez demandé de classer par ordre décroissant. Alors qu'on a classé par ordre croissant. En fait, le A, B, C, ce n'était pas A meilleur que B, meilleur que C, c'est l'inverse. Je leur dis, OK, il n'y a pas de problème, si vous avez compris l'inverse, complètement l'inverse, c'est très bien, il suffit d'inverser les préférences. J'inverse les préférences parce que ces 5 votants préféraient A, B, A, C, ils vont préférer maintenant C, B, A, c'est ça leur vraie préférence. Okay? C meilleur que B, etc. Et je me retrouve avec le même gagnant. Ça, c'est vrai. Pour moi, je ne sais pas s'il y a pire, en fait. Vous avez des préférences, vous avez un gagnant, vous inversez les préférences et vous avez toujours le même gagnant. C'est toujours A le gagnant. Et ça, c'est un autre problème du système majoritaire. On peut s'amuser à trouver d'autres exemples, d'autres paradoxes, d'autres problèmes qu'on peut rencontrer avec le système majoritaire à 2 tours. Passons au système proportionnel. Donc, la deuxième famille de règles utilisées au niveau des élections, dans un cadre formel ou informel, d'ailleurs. Alors, d'abord, nous serons obligés d'utiliser, on utilise plutôt le système proportionnel uniquement lorsqu'on a plus d'un siège. S'il y a un seul siège, il n'y a pas de proportionnel. C'est lorsqu'on a plusieurs sièges à partager. Et on utilise ce qu'on appelle le système de listes. Il y a des listes, etc. Et c'est ce système-là qui est utilisé, par exemple, au niveau des élections européennes en France.
ou certaines élections législatives, en 86, c'était la proportionnelle. Mais pas uniquement au niveau des élections. Le système proportionnel, on peut l'utiliser partout. J'ai donné ici un exemple. Par exemple, le nombre de parlementaires par département, il est fixé comment? Parce que je ne vais pas donner le même nombre pour tous les départements. C'est en fonction de la population. Le nombre de parlementaires par département est fixé proportionnellement à la population. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, on peut utiliser la même chose. Donc, pas forcément dans une élection, hein, pour d'autres considérations. Alors, bien évidemment, on cherche avec le système proportionnel, comme son nom l'indique, on cherche à attribuer à chaque liste un nombre de sièges qui soit proportionnel au nombre de voix. J'essaie d'avoir une chambre avec une vraie image de ce qui se passe au niveau des votes. C'est une image, avec le système proportionnel. C'est à ça que ça sert le système proportionnel. Et comme en général, lorsque je fais des divisions, il y a toujours une petite virgule qui pose problème, parce qu'il y a la question des arrondis. Je ne peux pas partager un siège. Il y a toujours la virgule, les arrondis. C'est pour ça qu'on imagine, il y a plusieurs systèmes de proportionnels. Il n'y a pas un système proportionnel, il y a des systèmes proportionnels. En France, on utilise essentiellement ce qu'on appelle la proportionnelle à la plus forte moyenne. Je peux l'expliquer plus tard, si besoin, mais je préfère vous donner une deuxième version qui s'appelle la proportionnelle au plus fort reste, qui est aussi utilisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de vous donner un exemple ici. Je m'excuse pour les notations. Ne soyez pas impressionnés, c'est vraiment pas compliqué. Prenons 3 listes que je vais appeler X, Y, Z. 3 listes. 3 listes avec des noms sur la liste, etc., sur chaque liste, et 102 votants. Plus exactement, 102 voix comptabilisées, exprimées. 102. 7 sièges, j'en ai. Okay? Donc, chaque liste a 7 noms, et j'ai 7 sièges au total à distribuer sur les 3. Prenons un exemple. Considérons que X, la liste X, reçoit 20 voix, 34 pour Y, 48 pour Z. Forcément, quand je fais la somme des 20, 34 et 48, je dois trouver les 102. C'est logique. Alors, comment ça fonctionne la proportionnelle? D'abord, on calcule ce qu'on appelle le quotient électoral. C'est quoi le quotient électoral? C'est juste une équivalence entre un siège et des voix. Combien ça vaut chaque siège en termes de voix? Donc, comment je le calcule? Il suffit de diviser 102 par 7. Ça fait 14, 15. Entre 14 et 15, on va dire 15. Ça veut dire, pour avoir un siège, il faut 15 voix. C'est ces chiffres-là qui nous disent ça, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 1,37? Oubliez ça, ce n'est pas important. 1,37, ça veut dire que les 20 voix de X, c'est 1,37 fois X, fois 15, pardon. Ça représente, les 20 représentent 15 et un peu plus, c'est le 0,37. Donc, 2,33 ici, vous voyez que 34, ça fait 2 fois plus de 2 fois les 15. Donc 2 fois et un peu plus. Et là, c'est 3,29. Donc la proportionnelle va commencer d'abord par s'occuper de la partie entière, juste le chiffre avant la virgule. Ici, c'est 1. Là, c'est 2. Il n'y a pas d'arrondi, hein. C'est juste le chiffre. Même si j'étais à 1,99, je considère 1. Je ne considère pas 2. Donc 1, 2, 3. Je commence par donner ces chiffres-là comme siège déjà. X va recevoir un siège, 2 pour Y et 3 pour Z, ce qui fait 1, 2, 3, 6. Mais il me reste un siège. Comment je l'attribue? C'est là où la règle, est-ce que c'est la plus forte moyenne? Est-ce que c'est le plus fort reste? C'est ça la petite différence, tout simplement. Ici, le plus fort reste, ça veut dire je considère le chiffre après la virgule le plus important. C'est ça le plus fort reste. Donc, c'est pour ça que vous avez ce chiffre-là en gras. 37, c'est plus important que 33, plus important que 29. Le siège restant, je le donne à X. Donc, je me retrouve, comme c'est noté ici, avec 2 sièges pour X, 2 sièges pour Y.
c'était le même, hein, parce qu'on n'a rien ajouté pour Y, et 3 sièges pour Z. 2, 2, 3. Ça fait 7. Très bien. Maintenant, imaginons que le gâteau, le nombre de sièges, va être augmenté. Je passe de 7 sièges à 8 sièges, cette fois-ci. D'accord? Et je garde les mêmes informations tout à l'heure. 102 voix exprimées, mais cette fois-ci, c'est 8 sièges. Et je garde aussi les mêmes informations en termes de nombre de voix, qui étaient notées ici, 20, 34, 48. Ça n'a pas bougé. De toute façon, ça fait 102 qui n'a pas bougé non plus. Alors, si je fais les mêmes calculs, donc le gâteau a grossi, hein, on a plus de sièges à distribuer entre les candidats ou les listes. 1,57, donc je calcule le quotient électoral, etc., etc. Ça fait 1,57, 2,67, 3,67. Comme tout à l'heure, je m'occupe d'abord de la partie entière, le chiffre avant la virgule. Je donne 1 siège pour X, 2 sièges pour Y et 3 sièges pour Z. 1, 2, 3, ça fait 6, mais il me manque 2. Comment je les distribue? Pareil, le plus fort reste. Donc il faut que je regarde les 2 listes qui ont ce chiffre-là après la virgule, le plus important. Il y en a 2 qui sont en gras ici, le 76 et le 76. Ça veut dire Y et Z. Donc le X ici, il a toujours un siège. Le Y va avoir 2 plus 1, ça fait 3, comme c'est noté ici. Et le Z va avoir 3 plus 1, ça fait 8. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? On s'aperçoit que tout à l'heure, lorsque le nombre de sièges était de 7, X recevait 2 sièges. Y, 2, et l'autre 2. On va s'intéresser uniquement à X, qui reçoit 2 sièges avant, lorsqu'on a 7. J'augmente, le gâteau augmente, grossit, je me retrouve uniquement avec un siège. Et ça, c'est un problème pour moi. Donc ça, c'est un des problèmes. Et là aussi, il y a un nombre impressionnant de problèmes que l'on peut rencontrer avec la proportionnelle. Prenons un dernier exemple. Hein. Supposons maintenant, avec le même exemple, qu'il n'y a pas que le nombre de sièges qui va passer de 7 à 8, mais le nombre de voix exprimées va passer de 102 à 103. Donc il y a une voix supplémentaire qui va pour X. Donc j'étais à combien pour X tout à l'heure? 20. Je passe à 21, comme c'est noté ici. 21 pour X, 34 pour Y, 48 pour Z. Ça n'a pas bougé pour Y et Z. Ça fait bien 103. Je refais les calculs, le quotient électoral, etc. J'arrive à 1,63 ici, 2,64, 3,73. Je donne un siège pour X, 2 pour Y, 3. Ça fait 6. Il me manque encore 2 sièges à donner, à pourvoir. Je les donne à qui? Celui-là, à cette liste, pardon, et à cette liste-là. Je me retrouve avec 1, 3, 4. Tout à l'heure, j'étais à 2, je crois 2, 2, 2, 2, 3. Voilà. Et là, je me retrouve avec 1, 3, 4. Non seulement, comme c'est noté ici, malgré l'augmentation du nombre de sièges à pourvoir qui passe de 7 à 8, et en plus du nombre de voix en sa faveur, X perd un siège. Ça, c'est encore pire que ce qui s'est passé dans l'exemple précédent. Bien. Alors, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur cette diapositive, faute de temps, si j'ai un peu de temps à la fin, pour expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire par rapport au système proportionnel allemand avec des co-auteurs en Allemagne. Mais je passe à cette diapositive. Alors, ce que j'ai essayé de donner dans les diapositives précédentes, c'est quelques exemples de ce qu'on appelle, dans la littérature du choix social, des paradoxes de vote. Alors, c'est quoi un paradoxe? Il faut comprendre paradoxe comme étant un résultat allant à l'encontre des opinions. Paradoxal. Un résultat paradoxal, comme dans les exemples que je viens de donner. Et ces paradoxes-là peuvent même nous pousser à penser qu'il n'y a pas de système, de mode de scrutin parfait. Ça, c'est clair. Il
Il n'y a pas de mode de scrutin parfait. Personne ne dira le contraire. Sauf que c'est pire que ça. Et pour expliquer pourquoi c'est pire que ça, permettez-moi de vous présenter quelques notions, essentiellement quelques propriétés, souhaitables ou pas. Alors d'abord, on parle d'un préordre total. C'est quoi un préordre total? C'est un classement qui diffère de l'ordre total. C'est quoi l'ordre total d'abord? L'ordre total, c'est A meilleur que B, meilleur que C, meilleur que D. Le préordre total, c'est par exemple, il y a les ex-aequo. A meilleur que B, qui est pareil que C, au même niveau, et les deux sont meilleurs que D, qui est dernier. Donc, préordre total, c'est la possibilité des ex-aequo. Un ordre total pour dire j'oublie personne. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, il faut classer tous les candidats. Un ordre total, c'est un classement strict. Pas d'ex-aequo, pas d'égalité entre les candidats. Alors, il y a un principe ici qui me semble souhaitable pour tout le monde, qui s'appelle l'unanimité. L'unanimité ou le principe de Pareto en économie. C'est quoi l'unanimité? L'unanimité nous dit que c'est un candidat strictement préféré par tous les votants à un autre candidat. Si on a ça, alors il doit aussi être strictement préféré à celui-ci dans la préférence collective. Si je vois que tous les votants préfèrent A à B, il faut que mon résultat collectif avec ma règle de vote me donne A meilleur que B. Sinon, ce n'est pas logique. Tout le monde préfère A et B, et au final, j'arrive à trouver B meilleur que A. Donc vous êtes d'accord que c'est une propriété souhaitable qui parle à tout le monde, l'unanimité. C'est ça ce critère, ce que ça veut dire. Il y a aussi cette question de la propriété d'indépendance, qui signifie la chose suivante. La préférence collective entre deux candidats X et Y ne doit dépendre que des préférences individuelles des votants portant sur ces deux candidats. Si je veux regarder dans mon classement collectif qui sort avec mon mode de scrutin, si je m'intéresse à A contre B, ce qui doit être important dans ce classement, dans la comparaison de A et B, c'est juste comment les votants ont classé A et B. Ce n'est pas comment les votants ils ont classé A et B par rapport à C. Je regarde juste les deux. Je m'en fiche des autres. C'est ça ce que ça veut dire l'indépendance. Je regarde deux, et c'est ça ce qui est important. Comment ils ont voté? Pour décider entre A et B, je regarde juste comment les votants ont voté A par rapport à B, dans leur préférence. C'est une propriété souhaitable aussi. Question d'indépendance. Et puis, vous avez cette propriété qui n'est pas, bien évidemment, souhaitable, la dictature. Alors, un dictateur, c'est quoi? En choix social, c'est tout simplement un individu, un votant qui est là à voter, mais qui impose sa préférence. Quels que soient les candidats avec ce dictateur, quel que soit le nombre de candidats, je vois que le résultat qui sort, et quel que soit le mode de scrutin, je vois que le résultat qui sort, c'est toujours le même classement du dictateur. Donc, on a bien un dictateur dans ce cas-là. Si vous changez le mode de scrutin, vous changez les candidats, etc., vous vous rendez compte que c'est toujours ce classement qui sort. Ça s'appelle un dictateur. Ce n'est pas une propriété souhaitable, bien évidemment. Il faut qu'il y ait une liberté, etc., qu'il y ait un vrai mode de scrutin, une vraie décision collective. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la situation, c'est pire que ça. J'essaie d'illustrer mes propos avec uniquement 3 exemples, mais il y en a énormément d'autres exemples de résultats très fondateurs dans cette thématique de recherche, qui montrent justement que non seulement il n'y a pas de mode de scrutin parfait, mais on peut se retrouver dans le titre, ce que j'ai donné ici comme titre, dans une impossibilité. Ça s'appelle des résultats d'impossibilité. Vous allez voir pourquoi. Donc, le théorème d'Arrow. Kenneth Arrow nous dit dans les années 50, dans un théorème très élégant, un très très bon résultat en économie, nous dit la chose suivante. Pour au moins 3 votants, si j'ai au moins 3 votants et au moins 3 candidats, alors il n'existe pas de mode de scrutin, il n'y en a pas, qui vont me permettre de combiner les principes que je viens d'énoncer dans la diapositive précédente. Si vous voulez l'unanimité, l'indépendance et l'absence de dictature, ça ne sert à rien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mode de scrutin.
Donc je pars, c'est ça la méthode utilisée par Haro. Il définit d'abord quelques principes qui parlent à tout le monde, souhaitables pour tout le monde, qu'on cherche à avoir pour n'importe quel mode de scrutin, et on arrive à une impossibilité. Donc ça, c'est le résultat d'Haro, Kenneth Haro, qui est américain. Hervé Moulin, qui est français, je crois peut-être il a une deuxième nationalité. Non. Il est français, Hervé Moulin, nous dit la chose suivante. Pour au moins 4 candidats, là c'est 4, et suffisamment de votants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une condition sur le nombre de votants. Mais vraiment un petit électorat, ce n'est pas énorme. Voilà, il y a une condition pour démontrer le théorème. Donc si vous avez 4 candidats et suffisamment de votants, tout mode de scrutin choisissant le vainqueur de Condorcet, quand il existe. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait un exemple où on n'avait pas de vainqueur de Condorcet. Donc lorsqu'il existe, comme vainqueur de l'élection est sujet au paradoxe de l'abstention. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce théorème autrement? Si vous tenez au principe de Condorcet, si vous voulez vraiment l'avoir, ce principe de Condorcet, ça veut dire quoi? Si vous voulez à chaque fois que vous avez un vainqueur de Condorcet, votre règle le donne gagnant, alors il y a un risque. Le risque, c'est quoi? Bien sûr, avec 4 candidats, etc. Le risque, c'est ce paradoxe de l'abstention. Ça veut dire, quelle que soit la règle que vous allez utiliser, il y aura des gens qui vont avoir intérêt à rester chez eux plutôt qu'à d'aller voter. Ils vont avoir un résultat meilleur que lorsqu'ils votent, ce qui n'est pas souhaitable, bien évidemment. Voilà, c'est le résultat de Moulin, Hervé Moulin. Dibard et Satterthwaite nous disent, quand il y a au moins 3 candidats, toute méthode, sans dictateur, si je veux une vraie méthode, c'est-à-dire sans dictateur, est manipulable. La question de la manipulation se pose pour tout mode de scrutin, bien évidemment avec au moins 3 candidats, tout mode de scrutin qui n'applique pas on n'a pas de dictature. Alors c'est quoi la manipulation? Ça veut dire qu'il y aura des votants qui vont avoir intérêt à tricher, à modifier leur vote, c'est-à-dire voter de manière non sincère, pour espérer avoir un résultat meilleur. Bien évidemment, il faut imaginer que nous avons un classement. On donne un classement. Donc tricher, ça veut dire changer les positions pour essayer de pousser un candidat, etc., et avoir un meilleur résultat que si on vote de manière sincère. Ça s'appelle la manipulation. On manipule le système du moment où nous avons au moins 3 candidats. Donc tout ça, c'est des impossibilités, c'est des résultats d'impossibilités. Bien évidemment, il y a des possibilités, etc., mais il y a d'autres types de travaux dans cette thématique de recherche. Alors j'arrive à la dernière partie de ma présentation. Cette partie concerne les modes de scrutin alternatifs. Alors, je reviendrai sur ça tout à l'heure dans la conclusion. Il n'y a pas de mode de scrutin parfait, mais il y a des modes de scrutin meilleurs que d'autres. Et justement, c'est l'objectif ici de ces expérimentations. Depuis 2002, des expérimentations ont été menées lors de chaque élection présidentielle française, plus exactement au premier tour. Parce qu'au deuxième tour, on n'a que 2. Il n'y a pas lieu de tester. Si vous n'avez que 2 candidats, c'est le système majoritaire qui reste. Alors, pourquoi on veut faire des expérimentations? Ce n'est pas ma thématique de recherche. Je n'ai jamais travaillé sur... J'ai aidé un petit peu, je reviendrai sur ça dans un instant, mais ce n'est pas ma thématique. Mais c'est une thématique que je trouve très intéressante, c'est pour ça que je la présente. Alors, l'objectif, c'est étudier le comportement des électeurs face à de nouvelles règles de vote. Il y a 3 types d'expérimentation, à ma connaissance. Il y a ce qu'on appelle des expérimentations in situ. In situ, ça veut dire des expérimentations de terrain. C'est ce que je vais vous présenter dans la diapositive suivante. Il y a des expérimentations en ligne. On teste des règles de vote, mais en ligne, sur Internet. Mais il y a aussi des expérimentations en laboratoire. Dans un laboratoire, on teste des règles et on essaie de mettre en place
un système incitatif sous forme de rémunération pour inciter les participants à jouer le jeu et à voter sérieusement. C'est incitatif. On gagne quelque chose à la fin, donc on joue vraiment. On participe vraiment. Je fais partie d'un labo où on a une équipe de collègues qui travaillent sur la question des expérimentations, mais pas en lien avec les questions de vote, sur d'autres types de questions en économie. Ouais. Alors, expérimentation in situ, de quoi s'agit-il? Il s'agit de tester des modes de scrutin alternatifs avec des conditions similaires à celles du vote officiel. Plus concrètement, avant le premier tour, on organise des réunions, etc. Les collègues ont organisé des réunions, j'en ai participé à quelques-unes. Et on essaie d'expliquer aux citoyens présents, dans les quartiers ou bien les villages, qui ont accepté de jouer le jeu. Et le jour du vote, il y a un bureau expérimental aménagé à proximité immédiate du bureau de vote officiel, juste à côté. On sort, on vote, on sort, il y a le bureau fictif, juste à côté. Avec les mêmes conditions, c'est-à-dire avec des informations envoyées à domicile avant le jour du vote. Les citoyens ont connaissance pour la plupart, en tout cas, les collègues essayent d'informer tout le monde. Il y a des réunions, comme je viens de le dire, etc. Il y a des assesseurs pour tenir le bureau de vote, essentiellement des étudiants pour aider les collègues, des bulletins, des enveloppes, des isoloirs et bien évidemment une urne. Les électeurs votent et puis choisissent librement de venir ou pas pour participer à l'expérience à côté. Alors, voici les règles qui ont été testées depuis 2002 jusqu'à 2022, la dernière élection présidentielle. Le vote par approbation, ça c'est un mode de scrutin alternatif. Approbation, comme son nom l'indique, signifie j'approuve ou pas. Ça veut dire quoi? Quand je vais voter, je peux approuver personne. Je mets une enveloppe vide, si personne ne me va. Mais je peux approuver une personne, 2, 3 ou tout le monde, c'est libre. Okay? Et bien évidemment, au final, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le nombre d'approbations pour chaque candidat. Le candidat qui reçoit le plus d'approbations, une sorte de OK, est gagnant. Ça, c'est un premier système. Le vote par note, ou vote par évaluation, ou vote de valeur, c'est la même signification, revient à attribuer une note. L'échelle peut changer, ça peut être par exemple de 4 jusqu'à moins 1. 4, 3, 2, 1, 0, moins 1. On donne une note au candidat. Ça peut être entre 0 et 2, 0, 1, 2. Ça peut être entre 0 et 20 si on veut. L'échelle, c'est très important. Ça a été démontré. Choisir l'échelle influence le résultat. Il y a le jugement majoritaire. Bien évidemment, lorsqu'on attribue des notes, on regarde la somme des notes reçues par chaque point, et puis le gagnant, pareil, c'est des points, donc le gagnant, c'est celui qui a le score élevé, le plus élevé. Alors, il y a aussi ce système que je trouve intéressant aussi, le jugement majoritaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le système qui était utilisé dans la primaire, comment on appelle ça, la primaire populaire, à gauche, cette année, en 2022. C'est le système qui a été utilisé dans la primaire populaire à gauche. Comment fonctionne ce système? Les électeurs évaluent chaque candidat en associant une mention. Ça peut être, par exemple, une parmi les 6 mentions suivantes. Très bien, bien, passable, etc. Jusqu'à à rejeter. Ça peut être autre chose. D'accord? Donc, on donne des appréciations aux candidats, ce n'est pas des notes. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement ce système-là qui a été utilisé dans la primaire. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends un candidat et je prends la première mention. Très bien. Je regarde combien il a reçu de fois cette mention. Très bien. Je passe à la deuxième mention avec le même candidat. Combien il a de bien, combien il a d'assez bien, etc. Et je regarde sa mention majoritaire. Combien il reçoit le plus?
par exemple, très bien. Ça, c'est un exemple. C'est la mention majoritaire qui revient le plus pour ce candidat. Je prends le deuxième candidat et je fais pareil. Et le candidat qui va gagner au final, c'est celui qui a la mention majoritaire la plus élevée. Si j'ai un candidat avec une mention majoritaire très bien et quelqu'un d'autre qui a la mention majoritaire bien, ben je prends celui qui a très bien majoritairement. C'est ça comment ça fonctionne. Comment cela fonctionne. Ça s'appelle le jugement majoritaire qui a été mis en place par deux chercheurs français, Michel Balinsky et Rida Laraki, qui sont à Paris, c'est un système qui est très documenté, très étudié, que ce soit du côté théorique, que ce soit du côté appliqué. Bien. Voici un récapitulatif, il me reste 2-3 minutes, de toutes les expérimentations in situ menées depuis 2002 dans le cadre de l'opération. Tout ça, ça s'appelle l'opération Voter autrement, avec des financements, etc. Et ici, vous avez donc les années 2002, 2007, 12, 17, 2022. Et ici, vous avez les lieux. Alors, j'ai participé, j'ai aidé. Encore une fois, je ne travaille pas sur cette thématique, mais j'ai aidé mes collègues. Ici, dans ce petit village du Calvados, j'étais doctorant à l'époque. J'étais ravi de participer, d'aider le collègue. J'ai aussi aidé ici, en 2012, à Saint-Étienne, où j'étais maître de conférence avant de venir ici. J'ai aidé une collègue qui travaille sur cette question-là. Et vous avez ici les modes de scrutin qui sont testés. Et puis là, le taux de participation par rapport au bureau officiel. C'est le nombre de participants sur le nombre effectif de votants dans le bureau. Voilà, ce qui est pas mal. Bien évidemment, ce n'est pas représentatif, parce que voilà, il faut plus que ça pour qu'on ait une image vraiment représentative de ce qui va se passer ou ce qui peut se passer en France avec d'autres modes. Mais c'est quand même indicatif, ça donne une idée, etc. Et je trouve personnellement que c'est très intéressant. Alors, voici quelques résultats. Il y en a d'autres. Bayrou, président en 2007. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit que Bayrou pouvait battre tout le monde. Tous les systèmes de vote qui étaient testés donnaient Bayrou gagnant. Le scrutin officiel favorise les candidats les plus clivants qui attirent des sentiments forts d'adhésion ou de rejet. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. À l'inverse, le vote par approbation ou le vote par note donne un avantage aux candidats qui bénéficient de l'adhésion du plus grand nombre. En fait, Jean-Marie Le Pen, par exemple, ou Nicolas Sarkozy en 2007, les deux candidats clivants, voient leur classement se détériorer avec les modes de scrutin alternatifs. C'était aussi le cas avec Marine Le Pen en 2012 et 2017. Avec les modes de scrutin, ça recule. Sauf que, ça c'est vraiment très très intéressant. Je n'avais pas connaissance de ces résultats de 2002. En 2002, en fait, pour la première fois depuis 2022, première fois depuis 2002, les modes de scrutin alternatifs ont presque tous rendu un podium identique, c'est vraiment pareil, à celui du scrutin officiel. Comme vous savez, c'était Macron, Le Pen, Mélenchon. Là, avec les modes de scrutin alternatifs ou avec le mode de scrutin officiel, c'est le même trio. Ce qui prouve que, je pense, on est tous d'accord, je pense que c'est le cas, ça atteste de l'importance de ces trois candidats dans l'esprit des votants. C'est vraiment clair. C'est le trio de tête en 2022. J'arrive à la conclusion, donc ma dernière diapositive. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé d'expliquer ici? Alors, le mode de scrutin façonne le paysage politique. Lorsqu'on change de mode de scrutin, forcément les résultats changent. On peut manipuler le résultat en choisissant le mode de scrutin. C'est plus difficile dans une élection, mais c'est plus facile lorsqu'on est dans un autre cadre, plus petit. Donc, c'est possible de manipuler en choisissant une règle dès le départ. Okay? Donc la clé est dans les mains de la personne qui va choisir la règle de vote. Ça, c'est clair, je pense. La
monominalité réduit les informations sur les préférences électorales des votants. En fait, lorsqu'on va voter, je l'ai dit tout à l'heure, avec le système majoritaire ou avec la proportionnelle, le souci, c'est le scrutin uninominal. C'est une voix, c'est un nom qu'on met. Et ça, c'est ce que des collègues dans cette discipline, c'est ce qu'on appelle une famine informationnelle. Une famine informationnelle. En fait, lorsqu'on donne un seul nom, j'ai aucune information sur le reste. C'est juste, vous me donnez juste le nom de la personne que vous préférez. Mais je ne sais pas ce qui se passe pour les autres qui sont derrière. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la famine informationnelle. C'est très pauvre comme information. Le système majoritaire ou le système proportionnel sont très pauvres en termes d'information. Les travaux de la théorie du choix social nous montrent en quoi les modes de scrutin diffèrent et analysent de façon précise et intuitive les propriétés. C'est la principale interrogation, préoccupation de cette théorie, donc les propriétés des procédures de décision de choix collectif, pour justement essayer d'éclairer les opinions et le débat public. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, aucun mode de scrutin n'est parfait, mais certains modes de scrutin sont clairement très mauvais. À mon sens, mon rôle en tant que chercheur s'arrête là. L'objectif, c'est éclairer les opinions, c'est l'objectif des chercheurs, éclairer les opinions et le débat public. Après, ce sera le mot de la fin, c'est aux citoyens de s'emparer de ces recherches. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a le temps de questions, de commentaires. Donc on voit depuis les dernières élections que tout le monde parle de combattre l'abstention. Et il y a justement des modes alternatifs. Et est-ce qu'on a un peu plus d'infos? Est-ce que maintenant, ces modes alternatifs vont prendre de l'ampleur et vont carrément remplacer les modes qui ne vont pas, quoi? Est-ce que vraiment ça va être décidé maintenant? Merci. J'espère, parce que effectivement, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, il y a des travaux qui s'intéressent à la question de l'abstentionnisme. Est-ce qu'il y a des modes de scrutin alternatifs qui poussent plus les citoyens à aller voter? Et clairement, la réponse est oui. Il y a des modes de scrutin. Par exemple, ça a été démontré que le vote par approbation, lorsque j'ai la possibilité d'aller voter et d'approuver le nombre que je veux de candidats, ça attire attirera plus de votants, clairement. Il y en a d'autres. Autre question? Alors, en attendant, ce que je trouve, c'était super intéressant, ce que je trouve rigolo, c'est qu'en vrai, au quotidien, à l'université, on passe notre vie à voter, on n'a pas tellement conscience quelquefois ponctuellement, sur le moment, on peut développer des stratégies, et notamment il y a des stratégies des votants et puis stratégies selon les types d'élections, de façon de se présenter. Et je pense chez nous, alors pour ceux qui ne sont pas à l'université, on a une élection qui s'appelle pour un conseil tous les 4 ans, qui s'appelle le Conseil national des universités, où c'est des enseignants qui sont élus pour siéger dans un conseil qui décide un certain nombre de choses. Et c'est par discipline. Nous, notre discipline, on a un phénomène assez rigolo, qui est que le mode de scrutin, à cause du plus fort reste, fait que si on présente une liste, on a au moins un élu, à peu près. Et donc on se met à avoir... Il y a peu de listes. On se met à avoir énormément de listes, okay. Parce que, en gros, faire une liste assure avec le mode de scrutin d'avoir au moins le premier élu. Et donc on a élection après élection, et ça se met à poser problème, inflation du nombre de listes, parce que les candidats ont pris conscience de ces stratégies possibles. Exact. C'est exact. Oui, une question. Sylvain. Mon collègue. Il semblerait que le vote par approbation a pas mal de bonnes propriétés. Est-ce qu'il est déjà appliqué dans la réalité dans certains pays? Ou dans des élections plus locales?
Non, à ma connaissance, non, mais je sais qu'il est appliqué dans pas mal d'associations de chercheurs, par exemple. La Société du choix social, par exemple, qui gère la conférence et qui gère une revue en lien avec le choix social. À un moment donné, ils ont utilisé le vote par approbation pour choisir justement le président de l'association, etc. Et pas seulement au choix social, mais il y a d'autres types d'associations qui utilisent ce type de règles. Le jugement majoritaire était utilisé dans des cantons en Suisse, à ma connaissance, j'espère que je ne dis pas de bêtises. J'ai déjà lu ça. Et puis, ça a été utilisé, comme je l'ai dit, au niveau de la primaire. À ma connaissance, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je peux peut-être poser une deuxième question, si j'ai le temps. Je me demandais, les expérimentations portent toutes sur l'élection présidentielle, où le scrutin est emblématique et donc très bien connu de tous les votants, mais pour d'autres élections, où notamment les modalités d'accès au second tour sont un peu moins emblématiques, je serais curieux de savoir si tous les votants sont bien au courant du contexte complet dans lequel ils sont en train de voter. Et à mon avis, il y en a certains qui connaissent peut-être pas toute l'information, toutes ces informations-là. Et je pense que c'est pas neutre du point de vue de la manière dont les votants s'expriment. Je suis d'accord. Mais il y a d'autres types d'expérimentations pour d'autres types d'élections au Canada, il y a en Allemagne aussi, en Espagne, il y a quelques expérimentations qui concernent d'autres types d'élections. Voilà. J'ai essayé ici de présenter uniquement les résultats pour l'élection qui parle à tout le monde, l'élection présidentielle en France. Premier tour, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ce système et puis Parcoursup, qui est aussi un système de classement et de choix? Mon collègue pourra peut-être répondre mieux que moi. Ça, c'est en lien avec une autre thématique. C'est plutôt la théorie des jeux que le choix social, à ma connaissance. Non? Oui. C'est un algorithme, en fait. C'est pas une question de préférence, etc. Il n'y a pas de préférence individuelle, il n'y a pas de règles de vote, etc. Mais il y a un algorithme qui est basé sur d'autres considérations, plutôt que des considérations de vote. Je ne sais pas si tu peux ajouter autre chose. D'abord, merci pour votre présentation. Merci. Justement, est-ce que ça ne démontre pas que l'élection, ce n'est pas la solution miracle pour la démocratie? En fait, répondre à cette question, c'est plutôt du sort de... C'est pas du choix social. C'est pour ça que je ne suis pas rentré. C'est plutôt de la science politique. Et ça, ce n'est pas mathématique, justement. Il y a une différence entre la science politique et le choix social. En choix social, on s'intéresse aux propriétés des règles et pas à ce qui se passe dans une élection, etc. D'autres aspects plutôt politiques. C'est pour ça, en fait, j'ai pas osé. Voilà, Oui. Je vais vous donner le micro. Il y a eu la Convention citoyenne et il y a eu aussi ces conventions qui ont été faites sur le droit de mourir dans la dignité, etc. Quel est le système qui a été choisi pour arriver à des conclusions? Je suis incapable de répondre, sincèrement. Je ne sais pas s'il y a... Je me demandais ce qui bloquait un petit peu aujourd'hui pour passer justement à des modes de scrutin un peu plus, un peu mieux que ce qui est actuellement. Est-ce que du coup le mode de scrutin actuel il favorise pas les gros partis et comme c'est un peu qu'on la main sur le mode d'élection? Oui, bien sûr, que c'est sur les finances, etc. C'est ce qui justifie un petit peu l'immobilisme actuel? Bien évidemment, oui, ça joue, mais moi je dirais, à mon sens, que la principale raison, c'est quand même, c'est pas rien, on touche pas, c'est pas une élection
dans une petite classe ou dans une famille, ou c'est quand même, on parle d'élections au niveau national. Et effectivement, c'est plus difficile de changer. Donc il faut que ça aide, encore une fois, dans le débat, etc., à montrer les propriétés souhaitables. Notre rôle s'arrête là, encore une fois. Après, c'est aux citoyens de décider, c'est aux législateurs de voir le moment opportun, bien évidemment, pour... Mais ça commence, hein, bien évidemment, parce qu'appliquer déjà le jugement majoritaire lors d'une primaire, c'est pas rien, je trouve. C'est pas rien. Ce que tu disais dans l'élection de je ne sais plus quelle année, c'est Bayrou qui arrive en tête. Oui. Et du coup, c'est un candidat qui est à peine plus petit que les autres, les deux gros poids lourds, quoi. Ah. Et du coup, est-ce qu'il y a des propriétés comme ça? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que, je sais pas, moi, c'est un peu c'est les candidats des gros partis qui, dans ce mode de scrutin-là, qui arrivent en tête, contrairement à d'autres modes de scrutin, peut-être? Clairement, oui, le système majoritaire ou le système proportionnel est plus favorable aux grands partis, clairement. Parce que, pour d'autres raisons aussi, en lien avec les sciences politiques, parce qu'ils vont mettre plus de candidats dans plus d'endroits en France, etc. Donc ça aide, forcément. Il y a plus d'argent, et l'argent, bien évidemment, joue. Hein. Et des questions de financement, ça, ce n'est pas une question de choix social, c'est une question de sciences politiques. Mais ça joue, clairement. Clairement, ça joue. Donc en fait, est-ce que vous avez un scrutin qui serait pas idéal, mais où il y aurait le moins de stratégies au niveau de la population française et du nombre de candidats présentés? Où il y a le moins de stratégies qui peuvent se jouer pour influencer le scrutin? La meilleure... Le meilleur, vous voulez dire le meilleur? Pour moi, le meilleur mode de scrutin. Le plus juste, disons. Ouais. Moi, personnellement, après, c'est que mon avis, personnellement, j'aime beaucoup l'approbation. J'en ai parlé, hein, voilà, vous avez la possibilité de vous exprimer plus. En fait, on donne plus d'informations. Le candidat préféré, enfin, il peut y avoir plusieurs ou personne, etc. C'est mon scrutin préféré. Voilà. Mais d'autres choisiront d'autres modes de scrutin. Une dernière question. Oui, attendez, je vous amène le micro. Merci. Vous n'avez pas évoqué le vote blanc. Comment vous le placez dans vos... Est-ce que vous avez... Enfin, comment le placez-vous dans vos analyses, vos différentes options possibles? Ça correspond à quoi? Ça pourrait rentrer dans quelle catégorie pour vous? Éventuellement, quelles expérimentations? Alors, comment dire, c'est plutôt le citoyen alors que le chercheur. Alors, je dirais que oui, effectivement, il faut peut-être considérer ça comme... dans le jeu, bien évidemment, c'est très important. Mais de là à lui donner plus de place que ce que ça mérite, c'est mon avis. Hein. Je n'irai pas jusque-là. Voilà. Donc, oui, c'est important, mais voilà. On doit considérer d'autres aspects, d'autres modes d'expression pour choisir. Voilà. C'est encore une fois, ça c'est mon avis de citoyen, pas de chercheur. Dans un cas théorique où pour le système par approbation, il y a des évaluations qui sont majoritairement négatives, on fait comment? Oui, ça je ne l'ai pas dit, c'est une bonne remarque. En fait, dans le vote par approbation, le mode classique, c'est j'approuve ou pas. Je compte juste les approbations.
Mais on peut avoir, bien évidemment, on peut avoir l'approbation et la désapprobation. Je donne des points négatifs. C'est noté ici. C'est là. C'est possible. Effectivement, c'est possible de compter. Au final, c'est une somme qu'on fait de points positifs et de points négatifs. Au final, ça revient au même. Et puis après, je prends le candidat. Ça a été testé, oui. Je ne sais plus dans quel endroit. Ça a été testé, oui. C'est une possibilité. Donc c'est approbation, désapprobation plutôt. Et c'est encore plus, je pense, c'est plus riche encore que juste les candidats que j'approuve pas. Est-ce que vraiment je les désapprouve ou juste je les approuve pas en fait. Parce que j'approuve, je désapprouve et je suis neutre. C'est 3 classes, pas juste j'approuve ou pas. Et ça c'est encore plus riche, à mon sens. Ok, ben, il nous reste encore à te remercier Merci beaucoup pour à cet vous. exposé.